Je vais commencer mon propos par une citation. Peut-être vous la connaissez, je le dirai à la fin de qui c'est. Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer de nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, descendez dans votre cœur. Faites-y régner l'ordre, l'harmonie, la paix. Ensuite seulement, cherchez autour de vous des âmes qui vous ressemblent et passez à l'action. Quelqu'un sait ? Platon, j'ai pris un grand frère, un ancien. Il semblerait que la question de comment établir un ordre nouveau dans le monde ne soit pas nouvelle, on le sait. Ce que j'ai envie de vous proposer, même si ça a déjà été commencé par mon amie et collègue tout à l'heure, Nathalie Simonet, c'est de faire une petite expérience pour nous emmener à l'endroit où j'ai envie d'aller avec vous dans ce propos. Je vais vérifier. Ah oui, le temps que j'ai. Ok. Alors, on va faire une brève petite expérience. J'ai intitulé ce propos « La paix dans le monde commence en soi-même » avec l'éclairage de l'IFS sur le lien entre traumatisme et harmonie planétaire. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça ne se passe pas au niveau de la tête. Vous voyez, l'endroit qui est un endroit ressource en nous, qui va nous permettre d'aller vers une harmonie planétaire, se situe un peu plus bas. Et donc, je vais vous proposer maintenant de faire une petite expérience qui va de toute façon nous permettre de faire aussi une pause, un petit moment de centrage par rapport à tous ces propos magnifiques qui sont prononcés depuis ce matin. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous voulez. Moi, je recommande les yeux fermés parce qu'on va porter l'attention à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à travers cette micro-expérience ? Eh bien, qu'il y a en nous un espace de ressources pour la paix, toujours disponible, pour peu qu'on fasse le choix de le rejoindre. Et bien sûr, ça se pratique. Avant de vous en dire un petit peu plus au niveau théorique sur cette approche et tout ce qu'elle permet, que j'ai nommé l'IFS, Internal Family Systems, donc que j'ai nommé tout à l'heure, qui vient du Dr Richard Schwartz, je vais vous dire très rapidement ce qui m'a amené à être là aujourd'hui et d'où je parle. Et donc, en fait, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai ce questionnement et cette quête. Est-ce possible de vivre ensemble en paix sur cette planète ? Et comment vivre ensemble en paix sur cette planète ? Et après avoir fait d'abord un parcours étudiant assez classique en école de commerce, classique pour mon milieu, j'ai été vraiment stupéfaite de voir la quête matérialiste et individualiste qui animait mes congénères, et je me suis orientée vers d'autres recherches plus artistiques, culturelles, pédagogiques et naturelles et écologiques. Et puis donc, je me suis, en gros, depuis 2000, je vais vraiment faire une petite synthèse très raccourcie. Je fais un petit pouce comme ça va ? Je me suis intéressée à la dimension spirituelle et cosmique de notre place dans l'univers, mais je n'ai pas le temps d'approfondir ça maintenant, même si c'est clé. Ça va si je fais un petit pouce comme ça ? Voilà. Je me suis posé la question de notre place dans la nature et comment trouver un positionnement et un rapport respectueux de la nature qui nous permettent de coopérer, de subsister sans la détruire. C'est une grosse question aujourd'hui. Et ma rencontre avec Pierre Rabhi et la co-création du mouvement Colibri m'a donné l'occasion d'approfondir ces sujets fortement. La création d'une ferme en agroécologie aussi, dans le sud de la France. Et puis d'approfondir aussi les dynamiques collectives, d'aller regarder quelles sont les ressources quand on se met ensemble pour essayer d'œuvrer avec plus d'intelligence, à plusieurs que tout seul, avec la recherche en matière d'intelligence collective, de gouvernance partagée. Et puis j'ai vu aussi que dans un certain nombre de situations où j'animais des groupes, où je voyais des groupes animés en mode intelligence collective, la manipulation pouvait encore être là, où des personnes n'osaient pas forcément prendre la parole, se positionner, dire oui, dire non. Et donc à quel point il a été important d'aller m'outiller aussi avec la communication non violente qui aide à écouter ce que nous ressentons, écouter nos besoins et pouvoir dire, et écouter aussi dans le dialogue pour écouter l'autre. Donc tout cela a été largement évoqué aujourd'hui.
Et en même temps, à chaque fois que, y compris dans les expériences de médiation en communication non violente ou de travail d'accompagnement et de formation, je me rendais compte, et mon propre travail sur moi, je me rendais compte qu'en fait, je portais en moi, à l'intérieur, les conflits que je tentais de résoudre à l'extérieur. Et que je me suis intéressée du coup à cette sphère intrapersonnelle. Et c'est ça qui m'anime depuis une dizaine d'années, qui me semble être l'endroit à partir duquel nous pouvons préparer la paix. Voilà. Et donc, construire un monde différent. À partir de cet endroit-là, c'est là-dessus que je vais focaliser pendant la suite de ce propos. Cette sphère intrapersonnelle, j'ai été énormément éclairée par les apports du docteur Richard Schwartz, et qui nous apporte à la fois des éclairages, mais aussi des pistes, et qui me semble appropriable aujourd'hui et généralisable en sortant de sa source d'origine, qui est d'être un modèle psychothérapeutique reconnu, evidence-based aux États-Unis, c'est-à-dire qui a prouvé par suffisamment d'études son efficacité pour la résolution des tensions internes et des traumas, et qui en même temps a une valeur de simplicité et d'accessibilité qui me semble être très prometteuse pour que toutes les personnes qui veulent faire un travail en autonomie ou entre pairs puissent le faire aujourd'hui. Et c'est l'une des intentions d'ailleurs de Richard Schwartz, c'est de sortir l'IFS du cabinet du thérapeute pour pouvoir le diffuser dans la société. Et je suis à cet endroit-là avec vous pour cela. Et donc, le premier pilier que met en évidence l'IFS, c'est la multiplicité intérieure. Cette notion-là, en psychologie, a déjà été montrée par Jung et puis par d'autres ensuite qui l'ont utilisée. La multiplicité, c'est tout simplement le fait que nous ne sommes pas monolithiques, mais que nous sommes composés d'un certain nombre de petits personnages et que nous sommes, en tant qu'être humain, un système relationnel. Nous sommes un système social. À nous tout seuls. À l'intérieur de nous, il y a du monde. Le mot family de Internal Family System, bien sûr, renvoie à la notion de famille, mais pas que. Et plus on approfondit, plus ce mot d'ailleurs de famille devient, il est à dépasser, car nous avons tout un petit système social bien organisé à l'intérieur de nous, et que ces différentes parties de nous qui composent ce système relationnel ont des relations entre elles, et qui dépendent de notre histoire, bien sûr, qui va tisser des liens particuliers, mais aussi des cultures dont nous sommes issus, nos lignées, nos ascendants, nos ethnies, nos religions et les différents groupes d'appartenance. Alors toute cette richesse intérieure fait que nous ne sommes pas fous ni schizophrènes quand nous avons des tiraillements ou des dilemmes, nous sommes juste un être humain normal, ça rassure. Et en même temps, c'est aussi donc cette richesse qui va nous permettre de nous relier à d'autres, parce que nous avons finalement souvent des parties communes avec les autres. Vous me voyez arriver, évidemment. Et donc, richesse, possibilité de lien, et en même temps, c'est aussi à l'intérieur de nous que ce petit monde relationnel tisse des coopérations, des alliances, parfois des coalitions, mais aussi les relations plus douloureuses que nous essayons, que nous déplorons, comme eh bien justement les exclusions, les dominations, les luttes et les polarisations. Donc, se rendre compte que nous portons à l'intérieur de nous ces fractures du monde et de la société que nous déplorons peut être aussi donc un choc et en même temps une piste. Avant d'aller regarder comment les résoudre, eh bien on pourrait regarder un peu leur origine. Je fais un propos extrêmement synthétique là, mais je vais quand même justement tourner l'attention vers les traumas, qui sont ces expériences douloureuses qui nous ont heurtés, et nous en avons tous, et qui à un moment de notre histoire ont conduit certaines parties de nous à prendre des rôles protecteurs forts, extrêmes, qui ont immanquablement la conséquence de nous couper de certaines parties de nous qui sont, elles, appelées exilées parce qu'elles ont souffert et que donc notre système intérieur et nos parties protectrices vont les mettre à l'écart pour les protéger. Mais c'est déjà une exclusion, vous voyez, et que ce rapport de protection, en fait, eh bien, il nous prive de certains aspects de nous, et surtout quand on va exclure des parties enfantines qui ont souffert, on va exclure aussi leur qualité d'origine, de spontanéité, de fraîcheur, de lien, de tendresse, de créativité, dont nous avons besoin pour créer ce monde nouveau. Alors, ces traumas,
eh bien, il est utile de voir qu'il y a deux sortes de traumas. Il y a les traumas de notre histoire individuelle, et que ce soit les traumas qui résultent d'actions violentes dont nous avons été victimes, que ce soit des abus physiques, des abus sexuels qui sortent beaucoup aujourd'hui, et c'est heureux, des abus psychologiques, l'humiliation, l'exclusion, ou des traumas de négligence. Ce volet-là était moins connu. Le trauma de négligence, c'est tout ce qu'on aurait dû nous faire et qu'on ne nous a pas fait pour notre épanouissement et notre accueil dans ce monde et dans notre évolution, et qui est souvent répétitif, contrairement peut-être à une action violente ponctuelle, mais qui va inscrire des choses durablement dans notre identité. Et qu'il soit intentionnel ou non, le traumatisme transmet un message que nous sommes indignes et inacceptables comme nous sommes. Et là, moi, je fais le pont avec ce que Marshall Rosenberg dit de l'origine de la violence. C'est un moment croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et qui fait qu'on va mettre en place toute une série de mécanismes de défense et de protection qui vont avoir un coût pour nous-mêmes, pour les relations et pour le monde. Avec le sentiment de honte en particulier qui est au cœur du trauma. Ces traumas vont aussi créer une insécurité intérieure. La sécurité, c'est la condition requise pour l'épanouissement. Et là, on va avoir à l'intérieur de soi quelque chose qui va vivre de l'insécurité. Et donc, dans l'IFS, on dit que tous ces événements s'inscrivent en nous sous forme de fardeaux qui vont limiter donc notre capacité à nous exprimer pleinement tels que nous sommes et à relationner aussi de manière épanouie et coopérative. Et en particulier parce qu'ils vont structurer notre personnalité et notre rapport au monde et aux autres, nous prédisposer à la lutte ou au repli, à la soumission. Et à des comportements qui, malgré nous, nous empêchent de nous exprimer librement, par exemple, devant des personnes qui ressemblent à des personnes qui ont pu nous agresser dans notre histoire. Et de manière inconsciente, nous allons rentrer dans le rang, nous cacher de l'autorité, voyez, ne pas oser sa parole. Ces traumas, j'ai parlé des traumas individuels, et puis j'aimerais mentionner aussi les traumas collectifs, mais les deux créent des polarisations aussi en nous, des clivages. Alors on retrouve ces clivages bien-mal qui ont déjà été exprimés tout à l'heure, gentil-méchant, dominant-dominé, inférieur-supérieur. Et si on regarde les traumas individuels, comme les traumas collectifs d'ailleurs, ils vont vraiment impacter notre capacité à aller dans le monde pour créer un monde différent. Si par exemple j'ai eu à subir des choses douloureuses d'une certaine partie d'une partie de ma famille ou d'une personne particulière, ou d'une portion de la population, je vais aller dans le monde avec mes projets, avec une énergie de revanche, peut-être pour tenter de désigner des coupables, ou bien je vais, par peur et sentiment d'impuissance et de honte, je vais me cacher, me saboter moi-même, pour confirmer cette idée que je suis indigne et inacceptable, ou alors je vais essayer de réparer le monde à l'extérieur de moi, au lieu de m'occuper de réparer ce qui a été blessé en moi. Et ça, c'est l'épuisement assuré avec le burn-out à la clé. Burn-out multirécidiviste, je peux vous parler de ça en connaissance de cause. Les traumas collectifs sont importants aussi. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre de la place dans la conscience collective, c'est-à-dire qu'ils génèrent des fardeaux hérités. Des fardeaux dont nous n'avons pas forcément conscience que nous sommes porteurs, parce qu'ils ne correspondent pas à une expérience de vie personnelle. Et pourtant, en fait, parce qu'ils ont été vécus par nos ascendants, nos lignées, les générations qui nous ont précédés, ou bien nos groupes d'appartenance, comme la guerre, la faim, l'exil, les meurtres, les humiliations, la domination des peuples par d'autres, les viols, les secrets de famille, ont des conséquences qui viennent insidieusement créer aussi et renforcer nos structures de défense et qu'on va voir dans des polarisations comme le racisme, qui est une façon de valoriser de valoriser le blanc, le sexisme, qui est aussi un mécanisme de défense qui va valoriser le masculin, l'individualisme pour se protéger, moi tout seul, moi d'abord, ou le matérialisme. On va se réfugier sur la matière, la possession, l'avoir. Tout ça, on voit bien que ce sont des dysfonctionnements en fait. Avant nos traumas et avant que tous ces événements arrivent à nos familles, nous n'avions pas cette propension à nous protéger de cette manière-là.
Ces traumas sont logés à l'intérieur de chacun de nous. Quand je parle des traumas collectifs, là, je parle des fardeaux collectifs, sont logés en nous-mêmes, à notre insu. Je voudrais vous donner 2 exemples qui m'ont marqué. Quand j'étais aux États-Unis, au congrès de l'IFS, il y a eu le témoignage d'un homme noir qui nous disait que quand il a commencé son travail d'introspection, il s'est rendu compte qu'une partie de lui croyait à l'infériorité des Noirs. C'est-à-dire qu'il a rencontré au sein même de son propre système la croyance portée par une part de lui qui croyait dur comme fer parce qu'elle avait donc intériorisé le fait qu'il était inférieur aux Blancs. Moi, dans mon travail d'introspection, j'ai pu rencontrer aussi une part de moi masculine, nous avons tous du masculin et du féminin à l'intérieur de nous, qui avait du mépris pour le féminin. Et je me suis dit, je fais donc partie du problème. Et voilà, l'endroit où ça peut se régler, c'est à l'intérieur de nous, sinon nous allons dans le monde avec ça. Et nous allons le valider, le reproduire sans nous en rendre compte. Donc, où se tenir pour résoudre les conflits et qu'est-ce que ça nous amène comme conclusion ? Déjà, conclusion, nous portons en nous-mêmes les blessures du monde. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est là aussi que nous pouvons les guérir. Et que nous pouvons devenir des agents de la guérison collective en nous en occupant. Donc si tu veux la paix, prépare la paix. Se désarmer intérieurement, c'est faire le travail d'introspection et aller déloger les endroits de nous et en prendre soin avec compassion de ce qui a souffert. Et c'est cet endroit-là qui m'amène au 2e pilier de l'IFS. J'ai parlé de la multiplicité comme premier pilier. Le 2e, c'est cet espace qu'on a contacté tout à l'heure à l'intérieur de nous, qu'on peut localiser dans l'endroit du cœur, que dans l'IFS, on va appeler le self avec un grand S ou le soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est l'être profond. Cet endroit de nous qui n'est pas une partie, qui n'est pas lié à notre personnalité limitée, qui a une dimension infinie et que toutes les traditions spirituelles ont reconnu depuis toujours. Chacune a pu en faire une expérience devant la beauté d'un coucher de soleil ou la naissance d'un enfant. Et cet endroit-là, en fait, il est précieux parce qu'il dispose de ses qualités naturellement et non abîmées, de compassion, de connexion. Il se sent spontanément connecté à la fois à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous et au-delà de nous, à ceux qui nous entourent. Et donc ce lien intime, qui est aussi l'objectif de la communication non violente, quand nous l'avons installé et quand nous avons découvert à quel point cette qualité naturelle de connexion existe en nous, dès lors que rien n'en empêche, alors il ne s'agit pas tant de l'apprendre que de la dévoiler, d'aller la chercher. Et notamment parce qu'elle a le pouvoir de nous guérir nous-mêmes, en prenant soin de tous ces fardeaux. Alors comme le temps arrive au bout, je vais vous donner le mantra de la communication j'ai les 2 casquettes, de l'IFS, toutes les parties sont les bienvenues, est un message qu'on peut se répéter à soi-même pour notamment aller voir les parties de nous qu'on aime moins, qui peuvent susciter de la honte en nous, et aussi faire pareil avec les autres. Mais ça commence par être inclusif avec soi-même. Prendre soin de l'enfance au sens large, prendre soin de notre enfance, qui porte souvent les fardeaux, et prendre soin de nos enfants aujourd'hui est clé pour le futur du monde, en paix. Et les éviter de fabriquer des traumas. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et c'est vraiment possible très 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 jeune, avec les enfants, de leur faire prendre conscience qu'il y a une partie d'eux qui peut-être a été heurtée par un événement, et quand elle est accueillie, elle ne fabriquera pas de trauma. Ça, c'est un message très important, et qui peut nous donner beaucoup d'espoir. Voilà, et un autre axe très important, donc c'est transformer nos héritages collectifs, en prendre conscience et investiguer à quel endroit j'ai aussi en moi du racisme, du sexisme, du matérialisme, de l'individualisme et autres. Et enfin, créer des communautés de soutien mutuel où tout peut être accueilli. Voilà un moyen puissant de contribuer à la guérison et à la paix dans le monde. Merci beaucoup.